89.3 et 92.1. Et j'ai l'immense joie d'avoir ce matin donc au studio Monsieur Kerim Maamar. Je vais dire donc politologue et puis auteur de plusieurs ouvrages, dont ce grand ouvrage, Outrage au lotophage, avec une belle photo et beaucoup de choses dedans. Il y a donc, si vous voulez, après, je pourrais vous en lire quelques extraits. Donc, bonjour et bienvenue, Monsieur Kerim. Bonjour, Saloua. Ça va? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors, en quelques secondes, puisque vous êtes tellement humble, on va parler de vous. Donc, qui est Monsieur Kerim? Ouf, Kerim. Oui. Écoutez, je suis un Djerbien d'abord. Oui. Je suis un Djerbien et comme tous les Djerbiens, ils ont la tradition de la migration. Ce sont des nomades, ce sont des gens qui sont installés dans le manoir djerbien et qui ont toujours des activités professionnelles, commerciales à l'étranger. Et moi, je suis un peu dans cette tradition. Voilà. Oui. Et alors, tout à l'heure, vous parliez des jardins. Et donc, merci pour la référence. Mais savez-vous que Djerba était appelée l'île des jardins? Ah non. Eh oui. L'île des rêves, donc maintenant c'est l'île des jardins. Non, non, avant c'était l'île des jardins. D'accord. Pourquoi est-ce que c'était l'île des jardins? Parce que les manoirs, l'houesh, le houch, c'était des systèmes autonomes, donc il n'y avait pas de cité. Dans le système rural djerbien, on n'a pas de ville. La ville est nouvelle. La ville a été créée surtout par le protectorat français avec Houm Souk, ce qui était nouveau à l'époque. Les Djerbiens, autrefois, étaient mobiles. C'est-à-dire que le commerçant allait chez le particulier. C'est pas le particulier qui va chez le commerçant, c'est le commerçant qui va et qui tourne. Vous avez vu les distances que nous avons à Djerba. Et donc à chaque fois, ils allaient dans les manoirs et ils proposaient leurs marchandises, ils faisaient des échanges, des promesses. La prochaine fois, je vous amène ceci, si vous avez besoin de cela, j'ai un preneur pour vous pour le métal, etc. Donc le commerce était mobile. Surtout les femmes ne sortaient pas. Oh, faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non, non, faut pas dire ça parce que c'est loin, c'est tout. Parce que c'est loin. D'ailleurs, les femmes tenaient les manoirs. Parce que les hommes étaient des commerçants, donc ils allaient loin. Oui. Et c'était les femmes qui tenaient. Donc la femme djerbienne est une femme très dynamique, très active, très forte. Elle a une réputation légendaire. La femme djerbienne, elle montait à cheval. Donc elle contrôlait parce qu'elle tient le manoir. Et ils étaient tellement assurés. L'homme faisait de commerce lointain et la femme tenait le houch, ce qu'on appelle le houch, avec toute sa valeur. Et donc quand on parle de l'île des jardins, le houch est un jardin. Donc ce sont des jardins toujours sur le même modèle, entourés de tabia, tabia de hindi, tabia de sabara, c'est-à-dire isolés, avec un même système de production. Et donc aujourd'hui, quand nous avons discuté tout à l'heure, je voulais vous parler des hindi. Les hindi, ce produit magnifique, ce fruit magnifique, vous savez, qui est bon marché, qui est excellent pour la quantité, pour la santé, pour sa qualité. Et aujourd'hui, le hindi est menacé. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler avec vous, au mieux auprès d'un média public, parce que le hindi bon marché, c'est peut-être terminé cette histoire, parce que nous sommes attaqués par la cochenille. Le cochenille. Il y a un nom en arabe, je m'excuse, j'ai oublié comment on dit, mais bon, on peut adapter le mot cochenille. Cochenille. C'est un petit ver, un parasite, je ne sais pas ce que c'est, qui se colle sur les parois de hindi et qui suce toute la hindi. Et moi, j'ai découvert ça en venant en voiture. C'est cette année que vous avez découvert. C'est cette année que j'ai découvert, en prenant la route, en venant de Kérouan. J'aime bien prendre les petites rues et les routes et ne pas prendre l'autoroute parce que c'est un beau paysage. Et donc le paysage de tabia de hindi était magnifique. Et là, j'étais choqué de voir toutes ces tabias brûlées, toutes ces tabias abîmées. J'ai pas compris. J'ai cru que c'était du vandalisme. Alors j'étais surpris. Et puis un ami internaute m'a dit hey, t'es pas au courant de la cochenille? J'ai dit c'est quoi cette histoire de cochenille? Et il m'a dit mais c'est un virus qui frappe la Tunisie, qui est dramatique, qui a touché tout le pays, et aujourd'hui on le trouve à Djerba. Donc toutes les tables de hindi ont été abîmées. Vous savez, c'est une peluche blanche là comme ça. J'ai fait constater ça à l'imam de notre quartier. Je dis regardez, vous avez plein de cochenilles.
Et il m'a dit, ah, je croyais que c'était du gir. Il ne savait pas, donc lui-même. Lui-même ne savait pas. Je lui dis, mais non, c'est de la cochenille, elle est en train d'abîmer toutes les tabias. Et elle est partout, sur la route d'El-Mey, entre Midoun et El-Mey. Dès que vous voyez une tabia de Hindi, elles sont toutes touchées par cette... Donc votre jardin, déjà, elle vous a devancé dans votre jardin. Vous êtes venu de Belgique et là, elle vous a dit bonjour et bienvenue, c'est ça? Mais elle m'inquiète. Elle m'inquiète. Pourquoi? Parce que imaginez qu'elle s'adapte aux autres arbres, sur les oliviers, sur les grenadiers. Nous sommes des fermiers, nous avons des plantes agricoles, nous avons des figues. Nous avons d'autres plantes. C'est vrai, mais même si ici à Djerba, on ne mange pas les figues de Barbarie comme par exemple à Gasserine, à Tel, etc. Ce n'est pas le même fruit. On ne le mange pas ici, juste on l'utilise comme médicament. Ce n'est pas un fruit que sinon pourquoi on l'achète de Tel? Je crois que c'est une question de qualité. La Hindi de Djerba n'a pas la même qualité. Il est âpre, il n'est pas doux comme celui de Tel. Donc il est un tout petit peu acide. Oui. Il est, enfin, c'est mon impression personnelle, mais c'est vrai qu'on préfère le Hindi de Kérouan ou de Tel ou de Gasserine, qui a un meilleur goût. Et plus grand, peut-être d'une autre couleur, je ne sais pas. Oui, il y a une grande variété de Hindi. Il y a des Hindi sans pic. Vous imaginez ça? Il y a des Hindi qui ont des coloris assez extraordinaires. Et le Hindi de Djerba, c'est vrai qu'il a un goût différent. Il est moins appétissant. C'est pas le Hindi de Tel quand vous le sortez du frigo et que vous le mettez en bouche. Mon Dieu, quel délice! Et donc c'est pour ça qu'on le trouve un peu partout et qu'on ne cueille pas. Oui, les résistants, on le ramenait. Avant la cochenille. Mais aujourd'hui, on risque de payer le Hindi à la pièce et payer très cher la pièce. Hein. Oui, c'est ce qui arrive. Vraiment, il y a un risque très grave. Hein, vraiment un risque. Cette cochenille, elle n'est pas facile à retirer. On a peur des contaminations. Elle est vraiment très inquiétante. Il faut absolument que les pouvoirs publics interviennent. Parce qu'on peut la traiter à petite dose. Oui, on va revenir peut-être au traitement, mais on va parler des figues de Barbarie. Tout d'abord, l'origine, parce que c'est les figuiers ici, donc à Djerba, c'est quelle en est l'origine? Voilà. En arabe, on dit Hindi. Est-ce que ça, justement, tout à l'heure on en parlait, est-ce que ça vient de l'Inde? Alors, pourquoi Barbarie, justement? D'accord. Oui. Alors nous, les Tunisiens, on a un petit défaut, c'est qu'on ne s'approprie pas les choses. On laisse les gens dire. Et on ne réalise pas que Hercule, c'est Héraclès, c'est Gafsa, c'est le fameux Hercule, mais on le met dans la tradition romaine. Or, c'est un Tunisien. On parle de Jason, de la Toison d'Or. C'est la région de Djerba. On ne se l'approprie pas. Donc, il y a plein de personnages historiques qu'on ne s'approprie pas, de même que le Hindi, on l'appelle Hindi. Et en fait, moi, je suis persuadé que le Hindi, il est nord-africain. Le Hindi est un fruit nord-africain. Alors on va lire dans l'encyclopédie qu'il est venu du Mexique au XVe siècle. Moi j'ai lu qu'au contraire, il est venu d'Afrique du Nord vers l'Europe au XVe siècle. Et je pense qu'il est nord-africain. D'abord, il couvre tous les paysages dans une tradition. On a des tabliers de Hindi qui sont centenaires, qui datent depuis l'époque romaine. Oui. Il y a des mosaïques où on voit des fruits. Et je ne voudrais pas le jurer parce que je n'ai pas fait d'études spéciales, mais il me semble avoir vu des Hindi dans les mosaïques romaines de Carthage, de Tunisie. Donc ce produit existait en Tunisie bien avant. Avec des tabias? Avec les tabias, bien sûr. Okay. Donc nous, on l'appelle Hindi. Pourquoi Hindi? Oui. Parce que ce sont les Indes, mais ce ne sont pas les Indes orientales, ce sont les Indes occidentales. C'est à l'époque qu'on avait découvert les Indes occidentales, donc on a appelé ça Hindi. Mais Hindi, l'Amérique latine. Donc on s'est approprié la nomination européenne pour dire qu'il viendrait d'Amérique latine. Mais par contre, les Français disent figues de Barbarie. Oui. Donc les figues de Barbarie, c'est les pays d'Afrique du Nord. Je pense que c'est plus juste de dire, parce que ces figues de Barbarie, ces figuiers là que vous voyez, ils dessinent le paysage nord-africain du Maroc jusqu'en Égypte. Ce sont des tables qui sont centenaires. Elles étaient très hautes. Dans la région de Sfax, par exemple, elles canalisent les eaux. Chez nous aussi. Elles canalisent les eaux vers les citernes. Donc les tables de Hindi ont une importance énorme. Elles sont naturelles?
Ou bien c'est l'homme. Non, elles ont été faites par l'homme. C'est l'homme. Elles ont été faites par l'homme, bien entendu. Bien sûr. Mais elles cheminent et elles servent de frigo. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait des cueillettes de pommes, on mettait ça sous les handis. Elles permettent un microclimat, donc une douceur. Et depuis Et à Djerba, elles étaient préservées pendant longtemps. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, on avait des tables extraordinaires. Il y a aussi des limites entre les voisins. Alors, c'est les limites, c'est la discrétion, c'est la sécurité, c'est le frigo, il y a beaucoup de choses. C'est l'intimité, la protection de l'intimité. Donc, les tables à Djerba on n'avait pas le droit de les toucher. C'était un privilège. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine végétal qui faisait le patrimoine de Djerba, la beauté de Djerba. Et rendez-vous compte que non seulement les êtres humains ont cassé ces tables pour faire des murs, parce que les chemins sont trop petits, parce que la voiture s'introduit. Il y a des routes maintenant. Mais maintenant la nature y met du sien, puisque c'est la cochenille qui vient détruire les dernières tabias. Et il faut absolument que les pouvoirs publics interviennent. Alors, la première chose que j'ai fait, moi, c'était d'aller au ministère de l'Agriculture. Et je leur ai dit, écoutez, nous sommes envahis par les cochenilles, c'est très grave. Je ne connaissais pas ce parasite, je ne savais pas les effets, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Eh bien, figurez-vous qu'au ministère de l'Agriculture, on m'a dit, nous non plus, on ne sait pas, mais si vous avez une réponse, dites-nous quoi. Alors, moi, je ne suis pas biologiste, mais je me suis mis à travailler pour voir comment est-ce qu'on pouvait traiter cette cochenille. Et alors au début j'ai commencé à couper les palmes, mais c'est pas bon parce qu'on est en train on détruit. Mais, justement, le parasite, est-ce qu'il pénètre dans le fruit, ou bien dans la raquette, ou bien dans les feuilles? Où est-ce qu'il est justement? Il se pose surtout sur la raquette, sur le fruit, sur à n'importe où. À n'importe où. Il trouve une place. Et alors il mange ce qu'il y a, c'est ça ce qu'il fait? Alors il se dépose. Oui. Et donc c'est un petit parasite rouge. Donc on le voit puisque c'est rouge. Non, on ne le voit pas, on voit le blanc. Et alors le rouge, comment... Attendez, oui, d'accord. Il se couvre d'un champignon blanc. Oui. Ce que vous voyez dans les photos, vous voyez du blanc. Oui. Et c'est comme du coton. Avec un bâton. Alors moi j'ai pris une cuillère et j'essaie d'enlever le blanc et je tombe sur je ne dis pas le virus, mais le parasite rouge. Et quand vous grattez, il sort une encre rouge. Et donc la cochenille est exploité par les industriels de la teinture. Donc ils font de la teinture Bordeaux avec la cochenille. Donc ils la traitent en laboratoire. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est échappée d'un laboratoire? Elle s'est répandue dans la nature. C'est où les laboratoires? C'est à Tunis? Je ne sais pas. Moi j'ai lu qu'elle est apparue la première fois au Maroc en 2013. Maroc. Okay. Et depuis elle a fait le chemin, elle a envahi toute l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, elle est à Djerba. On ne sait pas comment elle est venue. Donc elle se transmet par le vent, mais en tout cas, elle s'est répandue à une vitesse incroyable. Peut-être avec les fruits même? Non. Non. Avec le transfert des animaux, de l'alimentation, des fruits. Vous savez, c'est volatile. Hein. Elle résiste. Elle résiste peut-être à l'atmosphère, elle résiste à Elle a résisté et elle a trouvé un plat de, comment dire, résistance. Elle a trouvé une molokhia. Oh là là. Et dans la table de Hindi, elle a trouvé de quoi se nourrir et se répandre. Elle pond vite, c'est pour ça? Oui, elle se répand très très vite. Elle se répand avec un coup de vent. Non, justement, elle a beaucoup d'œufs, donc elle pond et elle se répand très très vite, je pense. C'est pour ça qu'on a besoin du soutien des biologistes pour savoir comment elle vit, pour savoir la traiter. Et donc on a besoin vraiment du soutien du ministère de l'Agriculture. Savoir ce que c'est tout d'abord, comme vous avez dit. Parce qu'on me donne comme recommandation qu'il faut couper les raquettes, il faut les brûler, mais c'est difficile de brûler les raquettes de Hindi. Et c'est dommage parce que les raquettes de Hindi, elles ne poussent pas facilement. Vous savez, quand vous avez une table d'une dizaine, 15, 20 mètres de hauteur, mais elle date de plus de 100 ans. Hein. Donc les tables poussent très doucement. Et la tabia de Hindi est fragile, c'est-à-dire qu'un coup d'acier, elle est abattue. Mais elle est exposée au soleil, elle résiste à tout, elle vous amène de l'ombre, elle vous amène de la douceur, de la fraîcheur, elle nourrit les autres plantes, puisqu'elle leur donne de l'humidité. Oui. Et donc elle a une qualité extraordinaire. Et tout n'est pas connu sur la tabia de Hindi, parce qu'on peut faire des huiles qui sont excellentes pour la peau, il y a des vitamines, il y a des choses inédites. Très très cher maintenant. C'est un antioxydant, on trouve des qualités dans la Hindi. Tout n'a pas été exploité, alors que chez nous, c'est un produit bas de gamme, bon marché, accessible à tout le monde, mais ça va être fini tout ça.
Ça va être fini. Le hindi, l'année prochaine, les industriels qui veulent s'enrichir, eh bien, ils doivent développer le hindi parce que le hindi devient rare. Et donc, parce que à chaque fois qu'on plante des hindis, la cochenille revient. Elle revient encore. Même si on met des plants nouveaux, oui, donc elle est résistante. On ne sait pas comment se débarrasser de cette... Mais l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est à Gasseline, je pense, comme vous avez dit, on a brûlé. Et après, est-ce qu'il y a une renaissance ou bien c'est fini, comme vous venez de dire? Donc il faut revenir un petit peu à ce qu'on a fait à Gasseline. Est-ce que c'était la solution adéquate? Non, c'est pas la solution, parce qu'elle renaît. On a brûlé, et puis on n'a plus de hindi, et on a de la cochenille. Mais vous mettez des nouveaux plants, la cochenille revient. Ah, c'est pas ça la solution. Alors brûler, c'est pas la solution adéquate. Mais la solution, c'est qu'il faut suivre. Et il faut du traitement de fleurs, vraiment, un traitement particulier. Dès qu'elle apparaît... Alors, vous savez, quand j'étais au ministère de l'Agriculture, qui m'ont dit si vous avez une solution, dites-le nous. Oui. Alors moi, je me suis mis à chercher la solution. Oui. Donc j'ai un peu cherché sur la cochenille. La cochenille n'aime pas l'eau. Ah. Donc c'est déjà une chose. Et elle n'aime pas l'huile, parce que l'huile l'asphyxie. Donc j'ai l'impression, et que j'ai travaillé avec un pinceau et de l'huile. Bon, j'ai utilisé de l'huile d'olive et j'ai repeint sur les lieux de contamination, et on réussit à asphyxier. Donc ce sont des petits plants. Mais on peut travailler sur des petites surfaces, on ne peut pas travailler sur des grandes surfaces. Donc sur des grandes surfaces, moi j'ai fait un autre choix, et c'est pour ça que je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas un professionnel, et donc je soigne comme je peux, mais on a besoin de l'encadrement public. C'est vrai. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé au Karcher pour enlever sur les grosses tables qui sont méchamment touchées, pour enlever d'abord tous les champignons blancs, et ensuite j'ai passé un deuxième passage avec un produit que j'ai acheté chez les magasins de jardinage. Alors on m'a dit que c'était utile. Sinon, on peut fabriquer un produit... fait maison. Un produit maison, comme on dit, prenez par exemple de l'huile de friture, et que vous mélangez avec du savon noir et un peu d'alcool. Il y en a qui mettent du bicarbonate de soude aussi, ça peut enlever. Enfin, beaucoup ont essayé. Oui, il faut essayer. En tout cas, il faut la soigner. Il faut soigner. C'est vraiment le patrimoine végétal qui est en jeu, le patrimoine alimentaire, et le risque aussi que la cochenille s'adapte à de nouveaux arbres. Et alors là, elle va toucher les grenadiers, les figuiers, les oliviers, les palmiers. Mais enfin, ça va être une... Mais puisque vous parlez d'eau, peut-être que la pluie serait une solution quand il va pleuvoir, peut-être. Oui, mais il faut un grand rush de pluie. C'est pas quelques gouttes qui vont arriver à leur fin. Peut-être la pluie de décembre, Inch'Allah. Donc peut-être, je ne sais pas si serait... Je vous dis, moi j'ai loué un Karcher et j'ai fait ça. Mais ça veut dire que la cochenille, elle est dans le sol. Alors est-ce qu'il n'y a pas des... Donc j'ai soigné l'arbre, mais elle existe encore. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin du soutien public. Et avant de faire mon action, j'ai écrit à la municipalité, j'ai écrit parce que je faisais quelque chose où je prends le risque de sacrifier les tabias de hindi. Ça veut dire, si vraiment ça ne va pas, on peut les détruire. Mais on n'aura plus après quelque chose de patrimonial, donc c'est pas bien. Oui, chez moi, les hindis sont surtout un végétal de beauté. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo de mosquée avec le hindi, avec la tabia de hindi, c'est magnifique. Hein. Cette construction djerbienne à l'ancienne, avec le vert, le beau vert des hindis, c'est magnifique. Mais le fruit, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il est moins bon. Je préfère acheter celui de tel. C'est vrai, mais juste c'est pour... c'est comme un médicament. Beaucoup l'utilisent pour la peau aussi. Absolument. Oui, c'est rouge, ça fait beau sur le visage de la femme. Oui. Et puis, comme médicament, c'est bien, mais quand même, comme vous avez dit, donc il faut s'en occuper. C'est vrai que chaque personne va s'occuper de son jardin. Mais il y a des tabias qui sont pour tout le monde. Parfois, on fait des randonnées et puis on rentre triste. Et ceux-là sont touchés. On rentre vraiment C'est pour ça triste. Que le pouvoir public doit intervenir absolument. Une coordination de la municipalité, du ministère de l'Agriculture, pour mettre les moyens et ne pas les abattre, mais les travailler au Karcher et avec un produit. Et passer comme un insecticide, vous voyez, mais c'est un produit à base d'huile.
Et on va pas prendre l'huile d'olive, mais prendre de l'huile de friture, celles qui sont déjà abîmées, et qu'on mélange avec du savon et de l'alcool, et on injecte et revenir régulièrement. Moi, j'ai vu que, en tout cas, j'ai réussi à traiter certaines... jardin, ça va, mais pour les autres... Mais je suis persuadé qu'il faut revenir régulièrement, mais c'est tout un pays qui est touché. C'est tout un pays. Quand vous voyez la route, je vous ai parlé de la route Midoun-El Mey, parce que c'est celle que j'ai prise. Bon, entre Homme Sourk et Midoun, on n'en parle plus parce qu'il n'y a plus de tabia. Il n'y a que des constructions. Mais entre Midoun et El Mey, toute la végétation à gauche et à droite des tabias de Hindi est touchée par cette malédiction de Cochenilla. On a peur que beaucoup de personnes trouvent que c'est bien parce qu'ils vont construire des maisons. Voilà, donc ça ne vient pas de nous, ça vient de la nature, on s'en fout, c'est ça. Donc on a peur de ça. Parce que beaucoup de personnes vont parler de Homme Sourk, quand même, il y a des endroits où il y a encore les tabias. Mais je pense que 2 ans, 3 ans, on verra plus de tabias. Et on va dire, tiens, on est tranquille, on a la conscience tranquille, c'est pas à cause de nous. Donc c'est ça qui me fait peur. Vous savez, les paysages sont le patrimoine de Djerba. Quand vous voyez un beau palmier, vous dites, ah, c'est là où je veux aller passer mes vacances. Quand vous voyez des belles tables, des beaux paysages, vous dites, oh, c'est magnifique, c'est beau. C'est là où j'ai envie de passer mes vacances. Mais si vous n'avez que de la pauvreté et de la misère, vous allez avoir moins de tourisme, et moins de visites, et moins d'attractions. Donc, les paysages font partie du patrimoine. Vous savez qu'un palmier, autrefois, un palmier, c'était l'arbre roi. Parce qu'il fournissait l'énergie de cuisine, des murs, de la construction. Le palmier était essentiel à Djerba. Mais aujourd'hui, un palmier coûte. Parce que le gélide ne sert plus à rien, on le brûle. Les boutons, là, on ne fait plus de charbonnage avec. Et donc, le palmier n'est plus exploité. Donc, c'est devenu un coût. Quand vous devez tailler un palmier, ça va vous coûter 20 dinars. Alors, les gens disent, oh, les 20 dinars, autant couper l'arbre... Et puis en plus, il faut nettoyer, etc. Or, il faut savoir que ce palmier, c'est le facteur attractif du tourisme. Donc les palmiers de Djerba sont magnifiques. Je vais dire de manière chauvine, mais c'est les plus beaux du monde. Les palmiers parfois, on voit les palmiers américains ou les palmiers des Baléares. Mais le palmier de Djerba, il est magnifique. Il a une beauté, il a une majestuosité. Il est extraordinaire. On dirait qu'il va parler. Oui, c'est lui qui vous amène du tourisme. C'est lui qui est attractif voilà. Quand vous êtes sous un palmier, enfin quand vous avez une photo sous un palmier, c'est magnifique. Et donc si jamais on sabre sur ce patrimoine végétal, eh bien on touche l'économie. On va s'arrêter pour quelques instants. Bonjour Shaima. Ok. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes toujours avec Salwa dans Tutti Frutti et notre cher invité, donc Monsieur Karim Maammar, est en train de nous parler d'un sujet très très important. Et c'est une star, comme on dit, la cochenille. Alors, la cochenille, donc le mot déjà, ça fait rêver. Et on va retourner aux solutions. On va lancer un appel aujourd'hui aux responsables. Qui est responsable justement à Djerba de cette cochenille? Pas de cette cochenille, mais que faire pour s'en débarrasser si c'est possible? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des industriels qui utilisent la cochenille. Donc c'est la même qu'ils utilisent, je pense, pour faire un colorant, le Carmen. Et ce colorant, peut-être, ça se vend cher. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'en occuper. Oui, c'est vrai que l'industrie utilise la cochenille, mais elle l'utilise en laboratoire. Donc moi, je ne vais pas faire une mise en accusation. C'est pas, ça ne veut pas dire que la cochenille qui touche nos tabias de Hindi vient de ces laboratoires. Je ne sais même pas s'ils existent en Tunisie. On ne sait pas, oui. Non, elle a certainement voyagé. Elle est venue des tropiques vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique du Nord. Hein, donc, mais je veux dire, la question n'est même pas de savoir d'où vient-elle, mais la question c'est comment la soigner, comment
Comment stopper cette... Est-ce qu'on peut faire, par exemple, une comparaison ou bien est-ce qu'on peut avoir des liens avec le Maroc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont aussi la cochenille. Est-ce que peut-être on pourrait avoir des liens avec les pays qui s'en occupent et puis qui ont trouvé des solutions? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas ce qui arrive au Maroc, en Algérie. C'est où exactement? Il y a au Maroc, en Algérie, un petit peu en Égypte. C'est ça En Égypte, leurs tables ont disparu depuis longtemps. Ils ont les pharaons. À cause de l'urbanisme. Au Maroc, la tabia existait, donc c'est là où elle est apparue. Donc ils ont commencé à traiter la cochenille un peu plus tôt que nous. Donc leur expérience peut nous être utile. Oui. En Tunisie, j'ai vu un projet de la FAO, peut-être, ou je ne sais plus quelle organisation internationale, pour introduire des pucerons, des coccinelles. Mais vous savez... Oui, les coccinelles mangent ça, oui. Bon, écoutez, à Djerba, on n'a pas de coccinelles, enfin, on n'a plus de coccinelles, mais bon, je crois que c'est difficile d'avoir des coccinelles à cette échelle. Donc le traitement... Beaucoup de coccinelles, justement. Le traitement naturel, je crois qu'il va prendre beaucoup de temps. Or, il y a urgence, donc il faut absolument faire quelque chose tout de suite, parce que on ne va pas avoir des coccinelles affamées qui vont tout dévorer, non. Peut-être dans le traitement, dans le traitement régulier, mettre des coccinelles, oui. Mais d'abord, il faut un traitement fort. Moi, j'ai préconisé le Karcher. Le Karcher plus le produit. Oui. C'est-à-dire l'un après l'autre. Nettoyer d'abord au Karcher et ensuite passer le produit et revenir plusieurs fois pour traiter les grandes surfaces. C'est mon avis, c'est mon opinion. Mais là encore, on a besoin de conforter cette opinion avec celle de biologistes qui peuvent étudier les conséquences, etc. Mais je trouve néfaste de casser les tables, de casser les raquettes, parce qu'elles mettent beaucoup de temps à pousser, à grandir. Donc il faudrait les préserver et les soigner. Mais voilà, mais c'est une responsabilité publique. Alors aujourd'hui, au ministère de l'Agriculture, j'ai vu qu'il recommandait de couper les raquettes et de les brûler, et de les enterrer. Mais je ne pense pas que c'est une bonne solution. Mais avec ça, elle résiste encore. Donc il n'y a plus de raquettes, mais il y a encore les cochenilles. Donc c'est que, comme vous avez dit, il y a quelque chose dans le sol qu'elle mange. Absolument. Et il faut la traiter pièce par pièce. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un antibiotique, vous lui mettez et puis c'est tout le corps qui est protégé. Non, pas du tout. Donc à chaque blessure, il faut soigner. Il faut mettre les médicaments. Il faut mettre le produit à chaque lieu. Donc c'est très difficile, c'est fastidieux comme travail. Et, peu de patience. Il faut les grands moyens. Et sur toutes les routes, là où il y a encore des tables de Hindi, il faut passer au Karcher. Mais il y a uniquement le pouvoir public qui fait ça. Moi, j'ai loué un Karcher et j'ai loué un petit appareil pour traiter les... Ça coûte, hein? Oui, mais... si on voit le résultat... Donc, oui, je le fais parce que vous avez dit que j'aime les jardins, j'aime la nature, j'essaie de protéger ce qui nous reste de patrimoine végétal. J'ai l'impression que c'est mon patrimoine. Donc je peux le faire, mais à petite surface. Quantité, etc. Et vous pouvez peut-être aussi parler aux voisins. Parce que nous avons une très belle mosquée chez nous. C'est à Midoun. Oui, à Midoun, c'est la mosquée Sidiati qui respecte l'architecture ancienne, à part le minaret. Mais donc c'est encore une architecture djerbienne, à part le minaret qui n'est pas djerbien, mais bon, et qui est entourée par des beaux cactus. Alors quand vous faites une photo de la mosquée Sidiati, c'est magnifique, quoi. Et donc j'essaye de préserver cette beauté naturelle. Donc je mets un peu d'argent, ça ne me dérange pas pour moi. Oui, avec... peut-être, enfin, il y a une solution, c'est que dans les tabias, donc les tabias c'était bien, les figues étaient bien, parce que il y avait des scorpions là dans les tabias, et moi je pense, hein, c'est juste quelque chose qui me vient à l'idée, que les scorpions ne laissaient pas les cochenilles vivre, puisque maintenant on n'a plus tellement de scorpions, donc peut-être, hein, je ne sais pas, il faut commencer par les animaux, bien les insectes qui vivaient dans les tabias. Peut-être qu'ils étaient responsables de manger, de ne pas laisser les cochenilles vivre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. Il faut commencer par étudier la tabia. Qu'est-ce qu'il y a dans la tabia?
Oui, mais justement, qui va le faire? D'abord, la cochenille est quelque chose d'étranger. Oui. C'est un parasite tropical, donc il n'existait pas en Afrique du Nord. Mais on ne sait pas tropical, c'est-à-dire, enfin, il y a on ne sait pas exactement d'où. Vous dites tropical, mais vraiment le point de départ, c'est où? On dit que la cochenille vient d'Amérique latine. Mais est-ce qu'ils ont la cochenille maintenant? Est-ce qu'ils ont ces problèmes-là? Donc il faut retourner peut-être aux sources. Je ne sais pas. Parce que nous, ici, on essaie avec les personnes responsables de sauvegarder Djerba. Donc il faut trouver toutes les solutions. Il faut faire un débat sur ce sujet, c'est très important. Oui. Oui. La cochenille est un corps étranger qui infecte, qui a trouvé un paradis dans les Hindis. Pas seulement dans les Hindis, parce qu'il y a des arbres maintenant qui ont ce nuage-là. Même ici à Hamtsouk. Et ce même nuage blanc. J'ai constaté que, enfin, toujours mon observation, hein, il y a des sabbaras. J'ai oublié comment on dit en français. Les aloès. Elles sont saines. Elles sont saines. Ah, voilà. Oui. C'est-à-dire que la cochenille a infecté la tabia de Hindi, parce que la peau de la tabia de Hindi est très... Elle n'est pas épaisse comme l'autre. Elle n'est pas épaisse. Par contre, elle n'a pas pénétré la sabara, les aloe vera, aloès. Aloe vera, oui. Aloès, je crois que c'est plutôt aloès. Donc, parce que c'est une peau qui est beaucoup plus dure. Par contre, la Hindi, elle est molle, elle est haute, elle est sèche, elle est humide, donc la cochenille a trouvé son bonheur. Donc elle s'est répandue. La chose où l'on peut s'inquiéter, c'est que la cochenille se réadapte sur d'autres plantes. Voilà. Alors elle peut s'adapter sur le grenadier, parce que le grenadier n'est pas aussi dur que les aloès. Oui, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc... Oui. Et aussi sur le carmos, les figues les grenades, non, les grenades c'est autre chose. Les figues. Sur les figues. Parce que les figues aussi ont une peau très douce. C'est ce qui arrive à Djerba, on n'a plus de fruits d'été. C'est possible. Voilà, ça y est, Shaima nous fait signe, alors le temps passe vite. Et juste une dernière chose. Oui. On a besoin de collaboration, d'abord de l'État. Il faut absolument Vous savez, l'environnement, c'est un patrimoine à protéger, sinon il va nous détruire à long terme. Vous voyez ce qui se passe à Gabès, hein, ça fait 30-40 ans qu'on critique et on n'a rien fait, et aujourd'hui c'est une catastrophe. Alors la cochenille, c'est encore une nouvelle catastrophe, et il faut qu'on fasse appel aux industriels, parce que eux connaissent, les industriels de la teinture, qui connaissent la cochenille, qui pourraient peut-être nous aider pour savoir comment elle vit et comment la détruire. Surtout, voilà. Surtout la détruire. Détruire. Alors il faut trouver la solution. Merci encore une fois donc d'avoir dit ce sujet très très important, la cochenille. Et puis j'espère que vous allez retourner en Belgique sans cochenille, sans cauchemar. Alors, merci encore une fois, Monsieur Kerim Mahammar, et j'espère vous revoir une autre fois, parce que le problème va continuer. On va en parler en Tunisie, c'est sûr. Alors, merci encore une fois. Merci beaucoup, Salwa. Et bonne journée. Alors.